Je fais un dernier point parce que je tiens beaucoup juste pour clore ce sujet sur la dette, sur les fameux ratios de Maastricht. Parce que là aussi, c'est un autre sujet. On nous dit, ouais, non mais attention, il y a les ratios de Maastricht. Alors je rappelle, c'est 3%. La règle, c'est qu'il ne faut pas excéder 3% de déficit rapporté au PIB et il ne faut pas que la dette excède 60% rapporté au PIB. Je rappelle qu'on est bien au-delà. Mais surtout, elle vient d'où cette règle? Non mais, on nous bassine avec ça, on nous dit attention, les règles, les machins, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais quand même le rappeler. En fait, il n'y a aucun raisonnement scientifique, aucun raisonnement théorique, aucun raisonnement pratique derrière ces règles qu'on nous impose dans notre vie quotidienne jour après jour. Aucun. Je vais vous dire d'où ça vient. Le 60% de dette sur PIB, ça fait très scientifique, etc. Il se trouve que c'était la moyenne de la dette rapportée au PIB des pays européens l'année qui précédait le traité de Maastricht. Donc ils ne se sont pas foulés, ils se sont dit c'est quoi la moyenne? 60%. Ben, on va dire qu'il ne faut pas dépasser 60%. Aucun autre raisonnement derrière. Le 3%, c'est encore, j'allais dire, plus drôle ou plus étonnant. Le fameux 3% de déficit, où on dit attention, c'est très important. Je veux dire d'où il vient. C'est en fait l'invention d'un fonctionnaire français en 1981, c'est-à-dire bien avant Maastricht, qui est un fonctionnaire du ministère des Finances qui s'appelle Guy Abeille, vous pouvez regarder, qui en fait a regardé quelle était à ce moment-là, pour essayer d'encadrer la politique budgétaire de la gauche et de François Mitterrand, a regardé quel était le ratio de déficit sur PIB de la France, près de 3% en 1981, et il a dit, ben voilà, il ne faut pas dépasser ça. Juste pour dire, et je m'arrête là, mais c'est typique de ces sujets politique en fait, et de la bataille culturelle qu'il faut mener sur les sujets économiques, les carcans, les règles dans lesquelles on nous enserre et on nous enferme, en réalité, on peut les faire exploser. Merci. Je rajoute peut-être un élément à ce que tu disais sur la question de l'inflation. Il faut bien comprendre que c'est au moment où la Banque centrale européenne a racheté sur le marché privé des titres de dette que la création monétaire a eu lieu. Donc s'il y avait dû avoir de l'inflation parce que la Banque centrale européenne a acheté des titres de dette, donc a créé de la monnaie à ce moment-là, c'est pas parce qu'on décide de congeler les 20% de titres de dette qui sont détenus par la Banque centrale européenne. Cette inflation, elle aurait dû avoir lieu au moment où ces titres de dette ont été achetés. Or, tu l'as dit, elle n'a pas eu lieu. Et puis deuxième remarque, on parle d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation des prix. Pour prendre un exemple d'actualité, on vient de vivre un été qui est un été absolument catastrophique d'un point de vue climatique. On a bien sûr beaucoup parlé de la canicule, à juste titre, des incendies. On a moins parlé du fait que ça va avoir des conséquences, notamment en termes de baisse de rendement, de production agricole, et donc sans doute que ça va produire un effet inflationniste, parce qu'il y aura moins de production, et donc que les prix des denrées alimentaires risquent d'augmenter. Et donc là, c'est bien la démonstration que ce qui crée de l'inflation, c'est pas le fait d'avoir décidé d'acheter des titres de dette ou de décider d'annuler la dette, c'est précisément de ne pas avoir investi suffisamment pour être en mesure de faire face aux conséquences du changement climatique. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, ce qu'il faut répondre à celles et ceux qui nous disent ça.